clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez fait de l'univers votre royaume. Quand vous levez les yeux au ciel, c'est pour regarder très loin vers le cosmos. Avoir la tête en permanence dans les étoiles ne vous a jamais empêché de conserver les pieds sur terre. Bonjour Christophe Galfard. Bonjour. Alors, vous êtes un physicien avec un parcours incroyable qu'on va évoquer. C'est le principe des clés d'une vie. Vous publiez un livre, Les explorateurs de l'univers, chez Michel Lafon, et vous rééditez un voyage vers l'infini, qui est aussi un classique déjà. Donc, ce parcours de physicien est tellement étonnant qu'il mérite des dates, bien entendu. Et la première que j'ai trouvée, eh bien, c'est le 13 janvier 2007. C'est la sortie de votre premier livre, Georges et les secrets de l'univers, qui paraît à New York chez Doubleday, qui est quand même l'éditeur de Rudyard Kipling en 1898. Pas mal comme début. Après, on va garder quand même une certaine humilité par rapport à cette publication parce qu'elle n'a pas été, le succès qu'elle a été grâce à mon nom, en fait. Oui. En fait, l'histoire, c'est un petit garçon qui s'appelle Georges, qui trouve le moyen de passer à travers un portail généré par ordinateur. Ah, absolument. Et qui peut aller un peu n'importe où il veut dans l'univers. Voilà. Et à l'époque, les ordinateurs ne sont pas aussi connus qu'aujourd'hui. Non. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas les enfants n'ont pas un ordinateur devant eux, une tablette. Alors peut-être pas des tablettes, non, ça c'est certain, mais en tout cas il y avait un aspect technologique qui remplaçait la magie du portail. Voilà. Et en même temps, ça permettait aux enfants d'apprendre l'espace, les étoiles, les planètes. Exactement. Parce qu'en général, on les apprend à l'école, mais on comprend jamais rien. Absolument. Vous avez connu le problème? Je sais pas si j'ai connu ce problème-là, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'à l'école, et quand on est enfant, les planètes, les étoiles, ça fascine. Qu'on soit une fille ou un garçon, d'où qu'on vienne, qui qu'on soit, quelle que soit notre culture, l'espace, c'est quelque chose qui fascine les enfants. Et en même temps, ce qui les fascine depuis toujours, c'est la planète Mars que vous évoquez dans ce livre. Parce qu'elle est toute rouge. Oui, mais c'est vrai que c'est un mythe, la planète Mars, pour les enfants, plus que Jupiter ou Uranus. Peut-être moins aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui on a plus accès à toutes les autres planètes qu'à une certaine époque, mais à une certaine époque, Mars, les scientifiques pensaient qu'elle était potentiellement habitée. Je pense que c'est resté dans l'inconscient collectif comme étant une planète qui est juste là, qu'on pourrait éventuellement habiter. Oui, et on a toujours parlé des Martiens. Curieusement. Oui. Alors qu'il y a d'autres habitants sur d'autres planètes, sans doute. Et vous savez pourquoi on a parlé des Martiens? C'est à cause d'un roman d'Edgar Rice Burroughs, le père de Tarzan, qui a fait Princess of Mars en 1912. Et ça a donné l'image des Martiens. Oui, c'est possible. Après, l'idée que Mars soit habité, ça date d'un peu avant, où les premiers télescopes avaient réussi à apercevoir ce qui leur semblait être des canaux à la surface de Mars. Aujourd'hui, on sait que ce ne sont pas des canaux, mais voilà. Alors, il se trouve que vous êtes effectivement l'un des auteurs de ce livre, et un autre auteur est un homme illustre. Écoutez sa voix. Stephen Hawking, qui est un scientifique exceptionnel, et vous avez écrit ce livre avec lui et avec sa fille Lucie. Exact. C'était la première fois que j'écrivais quelque chose. C'est moi qui avais proposé à Steven d'écrire ce livre-là, et au moment où je lui avais proposé, il s'est dit malheureusement, j'ai pas le temps, je suis en train d'écrire un autre livre. Et 2 ans plus tard, sa fille est revenue me voir en me disant qu'il avait finalement envie de l'écrire, et elle s'est jointe au processus. Et vous avez travaillé dans l'ombre au début, je crois, Christophe Galfard, pour écrire les premières parties de ce livre. Ah non, pas du tout, c'est moi qui l'ai écrit. Oui, non, mais dans l'ombre, discrètement, loin des deux. Ah, vous voulez dire... loin de Lucie et de Stephen King. Stephen Hawking, oui. Pas particulièrement, non, on était ensemble, on a écrit ça ensemble. Alors, il faut savoir que Stephen Hawking, il a fait des études, et à ses examens de fin d'études, les examinateurs ont, paraît-il, été assez intelligents pour réaliser qu'il parlait à quelqu'un de plus intelligent qu'eux. Oui, c'est vrai, il était exceptionnel. C'était un surdoué. Ah je sais pas comment dire surdoué, c'est pas forcément ce que je dirais, c'est qu'il était absolument passionné et fait pour ce travail-là. Son esprit était extraordinaire par rapport à la compréhension intuitive qu'il avait de l'univers. C'est quelque chose qui est assez rare, même dans le domaine des sciences, d'avoir une telle appréhension intuitive des choses. Normalement, c'est très littéral. On utilise les équations, etc. Lui, de par aussi sa maladie, a développé probablement une visualisation des choses que peu de personnes ont eu depuis, je pense. Oui, car on garde l'image de Stephen Hawking avec cette sclérose en plaques qui s'est développée d'ailleurs, je crois, au début de ses études supérieures.
Alors, on pense que c'est pas vraiment une sclérose en plaques qu'il a eue, mais plutôt une sclérose latérale amyotrophique, ce qui est l'équivalent de la maladie de Charcot. Oui. Et qu'il a effectivement développé lorsqu'il avait une vingtaine d'années, et qui normalement a une sorte d'évolution beaucoup plus rapide que ce qu'il a eu lui. Oui, je crois que ça a duré 40 ans pratiquement. Il est mort à 16 ans, oui, ouais. quelque chose comme ça. Oui, donc c'est déjà presque miraculeux. C'est peut-être la science qui lui a permis justement de tenir. En tout cas, ça participerait au mythe. Alors, il a été très célèbre à cause d'un livre, ou grâce à un livre, qui est une brève histoire dans le temps. Ça a été aussi une révélation, ce livre. Alors, auprès du grand public, oui. Effectivement, c'est une brève histoire du temps qu'il a publié dans les années 1980 et qui était le premier vraiment énorme best-seller de littérature ou de vulgarisation, comme on veut, scientifique. Et qui a mis à la portée d'un nombre incalculable de personnes des concepts qui étaient quand même jusque-là réservés au domaine académique. Alors, le chemin qui vous a conduit vers lui, Christophe Galfard, faut qu'on en parle, ça a commencé par des études de physique. Je crois que la physique, la passion de la physique, ça remonte à vos jeunes années. Ah oui, moi j'ai toujours aimé cette réflexion-là. J'ai surtout aimé les mathématiques quand j'étais jeune. Et il y a quelque chose de très rassurant dans les mathématiques, de par leur langage, leur beauté, leur logique. Et j'ai réalisé un petit peu plus tard la puissance des mathématiques pour expliquer des phénomènes physiques. Et ouais. Ça, c'est une vraie révélation que de réaliser ça. Absolument. Alors, tout est parti au fait de vos études. D'abord des études supérieures et l'école centrale. Oui, j'ai commencé par faire une école d'ingénieur, absolument, l'école centrale à Paris. Et on ne peut pas rêver, à part Polytechnique, meilleure école? Absolument. Enfin, on est dans un système en France où que ce soit en bien ou en mal, j'en sais rien, mais en tout cas, lorsqu'on fait partie de ces écoles-là, on a la chance d'avoir un système qui vous aide à trouver le meilleur moyen d'atteindre votre rêve, votre objectif, votre but, si vous en avez un. Vous en aviez un? Et moi, j'avais l'objectif de faire de la physique théorique, et du coup, ils m'ont aidé à faire ce que j'avais envie de faire. J'ai fait une première année grâce à l'aide notamment de Étienne Klein, qui était professeur de physique quantique à l'époque, qui m'a fait faire un stage d'1 an au CEA, au commissariat à l'énergie atomique, sous la direction de Marc Lachiaiseray, qui est un scientifique français qui a écrit des livres de vulgarisation lui aussi, et qui m'a fait travailler sur ce qu'on appelle les théories alternatives de la gravitation. Alors, je suis pas sûr d'avoir été absolument brillantissime à ce moment-là, mais en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que vous avez rejoint Cambridge. Il faut savoir que Cambridge, c'est une université prestigieuse. Il y a Charles Dickens, Isaac Newton, Emma Thompson, Alan Turing qui sont allés dans cette université. Et vous avez eu le privilège d'y aller d'une façon très particulière et d'accéder à un poste que vous n'imaginiez pas, avec un professeur que vous n'imaginiez pas, Christophe Galfard. Alors, quelque part, oui et non, parce que d'arriver à Cambridge, c'était super. Franchement, c'était suite à ce stage donc avec Marc Lachiaiseray où j'ai été admis en master à l'université de Cambridge, un master de mathématiques appliquées et de physique théorique. Ça s'appelait les études avancées en mathématiques à l'époque. Et à la fin de ce master, en gros, il y a une sorte de classement, et les 10 premiers, on peut discuter avec les différents professeurs, parce qu'on a automatiquement une bourse de thèse si on en a envie. Et c'est là que j'ai rencontré, je l'avais déjà vu avant, mais c'est là que j'ai discuté pour la première fois avec Stephen Hawking pour être son étudiant. Et justement, il vous a repéré immédiatement. Il a dit, il y a quelque chose avec ce garçon. Peut-être. Parce que je crois qu'il vous a confié tout de suite des recherches sur les trous noirs. Alors, il prenait une année sur 2, il prenait quelqu'un qui travaillait sur les trous noirs, et l'année d'après sur le Big Bang, et trous noirs et Big Bang, comme ça en alternance. Et tous ceux qui ont travaillé sur le Big Bang sont devenus des grands scientifiques, directeurs d'université. Tous ceux qui ont travaillé sur les trous noirs sont devenus fous. Ah bon? Et moi, j'ai fait les trous noirs. Je suis tombé sur une année à trous noirs. Oui, mais en même temps, vous n'êtes pas devenu totalement fou, ou fou de votre métier plutôt. Non, absolument. Mais c'est tellement complexe, c'est tellement beau, tellement mystérieux qu'on peut se perdre là-dedans complètement. Alors, où Stephen Hawking ne se perdait pas, c'est son côté bon vivant, car il mangeait bien, il vivait bien, il travaillait tout le temps. Je crois que la seule fois où il s'est mis en colère contre vous, c'est le jour où vous avez osé, Christophe Galfard, demander 15 jours de vacances. Alors, pas demander, parce qu'il m'aurait dit non, il n'aurait pas été fâché, mais je les ai pris. Et alors? C'est à mon retour qu'il était furieux. J'en ai pas repris une seule fois après. Comment ça se fait? Il ne supportait pas ça?
Oui et non. Enfin, je sais pas si support. En fait, non. Alors, tout simplement. L'idée du livre dont on a parlé, je crois qu'elle est née d'un livre et d'une série de films. Harry Potter vous a influencé aussi. À l'époque où j'étais en thèse avec lui, Harry Potter commençait à être un énorme carton et ça a donné envie aux enfants de lire. Et je me suis dit, pourquoi pas profiter de ça pour leur faire découvrir une discipline qui est quand même normalement pas accessible, qui est celle de la physique théorique. Et je me suis dit, autant profiter de cet engouement pour écrire un livre pour les enfants. Oui. Et ça a marché tout de suite, puisque ça a été un vrai succès. Et il y en a eu d'autres d'ailleurs. Et il y a d'autres dates importantes dans votre parcours. Et il y en a une que j'ai repérée, qui est le 9 janvier 2012. À tout de suite sur Sud Radio, avec Christophe Galfard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christophe Galfard, physicien qui a travaillé avec Stephen Hawking et avec beaucoup d'autres, on va en parler. Vous publiez Les Explorateurs de l'Univers, un album destiné aux enfants, on va en parler aussi. Et il y a une réédition collector de Voyage vers l'infini qui a été un best-seller. Alors, le 9 janvier 2012, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le début d'une émission de télévision où vous avez débuté. Le journal quotidien d'Arte qui débute ce jour-là, et vous avez été chroniqueur dans ce journal pendant une saison. Exact. Ça s'appelait 28 minutes, ce Absolument, journal. avec Elisabeth Quint. L'émission existe évidemment toujours encore aujourd'hui, c'est un grand succès. Et je faisais partie de l'équipe de chroniqueurs de la première année, absolument. Comment êtes-vous arrivé là-dedans ? Écoutez, j'ai toujours eu envie de raconter la science à la télé, à la radio, au plus grand nombre possible. Et de rencontre en rencontre, on m'a fait passer des tests, des auditions pour voir des essais pour cette émission-là, et j'ai été pris. Voilà, et ça a marché, puisque vous avez fait des chroniques aussi bien sur les trous noirs que le voyage vers l'infini. À chaque fois, il fallait un thème différent, il fallait être simple et court. Ce que j'ai bien aimé en fait dans cette année-là, c'est que le thème devait être en rapport avec une actualité. Donc il y avait un invité d'actualité, je vous donne n'importe quoi, si par exemple ça pouvait être sur le Moyen-Orient ou je sais pas quoi, et ben je faisais une chronique sur l'origine du pétrole, d'où il vient d'un point de vue naturel. Mais il faut expliquer ça très simplement. Ah oui, c'est l'idée. Et ça, c'est un peu en fait, dans ma façon d'appréhender la vulgarisation scientifique, j'aime bien l'idée de pop science, la science pop, si vous voulez. Et ça veut dire que systématiquement, même si ça fait longtemps que je fais quelque chose, je reprends toujours à zéro. On n'a jamais besoin de la moindre connaissance avant d'arriver pour comprendre ce que j'essaie de raconter. Oui, il faut oublier ses propres connaissances pour justement toucher le public. Eh oui. Alors, à l'époque, vous avez eu quelques soucis avec les premiers exposés. Je crois que vous avez connu une période de vache maigre après les études. On vous a proposé de travailler dans la haute finance, mais ça ne vous intéressait pas. Non, ça c'était avant quand même 2012. Ouais. Oui, non, je parle bien avant, à la fin de vos études. En fait, j'ai voulu... oui, évidemment, mais souvent dans ce genre d'études, il y a des recruteurs qui viennent nous parler à la fin de nos études pour nous embarquer vers des horizons auxquels on n'avait pas forcément pensé. Il y en a plein qui ont dit oui pour partir dans la finance, mais pas moi. Pourquoi ? J'étais trop passionné par la science elle-même et par l'impact et l'importance de la vulgariser. Voilà. Et justement, avant Arte et avant 28 minutes, vous avez débuté à la télévision, à la BBC, je crois. Absolument. Oui, c'est vrai. J'ai fait un documentaire, un pour Stephen, que j'ai écrit sur son travail sur les trous noirs, et un autre où j'étais à l'écran aussi. Voilà, mais je crois que vos débuts ont été très difficiles. Un jour, vous avez dû remplacer Stephen Hawking et vous vous êtes évanoui en plein direct. Ça, c'est encore avant. Oui. Parce qu'une fois que j'ai appris, ça allait un petit peu mieux. Là, j'arrive à vous parler, vous voyez. Mais effectivement, la toute première émission de radio que j'ai jamais faite, c'était, au pied levé, j'ai dû remplacer Stephen pour... aux nouvelles du soir de la BBC. Il trouvait personne d'autre qui avait... En fait, c'est pas qu'il trouvait personne d'autre, c'est que Steven a proposé mon nom. Oui. Donc, ils m'ont appelé. Et moi, je l'ai su quelques heures avant. Oui.
Et j'étais chez moi à faire des allers-retours dans mon salon. Et au bout d'un moment, quand ils ont appelé, j'étais tellement en stress et en panique que j'ai complètement oublié de respirer. Oui. Et je me suis étranglé en m'étouffant. Je suis tombé par terre en direct à la radio. Ça s'entendait pas, mais j'ai des amis qui écoutaient et qui m'ont appelé en croyant que j'étais mort. Ouais. À ce point-là, mais ça s'est arrangé ensuite. J'ai pris des cours après pour apprendre à... on n'apprend pas ça à l'université, donc j'ai essayé d'apprendre. Voilà. Et en fait, à la radio, dans les années 70, il y avait ce qu'on appelait des cours d'expression verbale, payés par le gouvernement. Et on avait un professeur qui venait nous apprendre justement à placer notre voix et à respirer. C'est un petit peu l'équivalent, sauf que c'était pas payé par le gouvernement. Pour moi. Alors, il se trouve qu'en fait, si vous êtes en Angleterre, c'est que ces phénomènes de physique intéressent beaucoup plus au départ les Anglais que les Français, Christophe Galfard. Quel phénomène? Tous les phénomènes que vous évoquez dans l'évolution. Les trous noirs et ce genre de choses. Je dirais pas jusque-là. Non, il y a quand même des chercheurs en France qui sont absolument... Mais je parle du grand public. On voit beaucoup plus d'émissions à la télévision de documentaires en Angleterre qu'en France. Ça c'est absolument vrai. Il y a un engouement dans le grand public et une compréhension de la part des grands groupes de médias publics anglo-saxons en particulier, qui donnent la part belle à la connaissance scientifique. Ce qui est un peu moins le cas en France quand même, hein. Il faut l'admettre. La radio, pas tant que ça. On a des émissions qui sont très bien. À la télé, il y a quelques émissions sur Arte, sur France 5 souvent. Mais du vrai prime time de science, etc., comme il existe en Angleterre, qui soit entertaining et qui soit éducatif, etc., et en même temps sympa et qu'on a envie de regarder, nous on n'en a pas. Moi j'adorerais faire ça. On est bien d'accord. Alors il y a aussi un documentaire En quête d'une nouvelle Terre, dans lequel vous êtes intervenu en 2017. Oui, ça c'était un petit tour du monde que j'ai fait avec la BBC et France 5 pour essayer de faire découvrir au grand public où nous en sommes aujourd'hui vis-à-vis de l'exploration spatiale et en particulier l'exploration habitée. Parce qu'on entend toujours aujourd'hui Elon Musk parler d'aller sur Mars, etc. À l'époque, on n'en entendait pas trop parler. Et du coup, l'idée du documentaire, c'était de faire un état des lieux. En gros, l'idée du documentaire, c'était, imaginons qu'on ait un gros souci demain, avec la Terre en entier, est-ce qu'il est possible d'aller sur une autre planète? Et j'ai essayé de répondre à ça. Et comment s'y installer et comment y vivre durablement? Oui, la réponse est non. Bien sûr, c'est évident. Mais on a quand même regardé toutes les choses qu'il faudrait faire. Mais il y a une émission de radio qui, en 1938, a marqué le monde entier. C'est le jour où Orson Welles a fait croire que les Martiens venaient d'envahir la Terre. Et c'était une panique totale à New York, alors que c'était une dramatique à la radio. Alors la petite histoire veut que certaines personnes aient sauté par la fenêtre, etc. Je suis pas certain que ce soit complètement lié à l'émission de radio, mais bon, c'est le genre d'autant plus qu'à l'époque, la radio était le médium principal d'information. Du coup, lorsque vous faisiez une annonce comme celle-là à la radio, tout le monde était immédiatement au courant. Voilà. Aujourd'hui, il y a tellement de choses que il y a plein de gens qui ont annoncé l'arrivée des extraterrestres. Plus personne n'est en panique. Ça n'est pas arrivé, hein. Attention. Non. Mais moi, je me souviens de Claude Vorilhon d'Iraël, qui a aujourd'hui une secte qui l'a permis de vivre. Il avait annoncé qu'il avait vu les extraterrestres et qu'il les attendait sur Terre. Bien pour lui. Voilà. Alors, il y a aussi un autre documentaire de l'autre côté de la Lune que vous avez présenté sur France 5 très récemment et qui a aussi été un événement, Christophe Galfard. Absolument, c'était un documentaire réalisé par François-Xavier Vive qui était sur qu'est-ce qu'il est en train de se passer aujourd'hui autour de la Lune. Est-ce qu'il y a une réelle conquête? Est-ce qu'il y a une réelle bataille entre États, entre nations, entre particuliers peut-être, entre un intérêt privé ou public, je ne sais pas, autour de la Lune pour éventuellement aller sur Mars, pour éventuellement aller plus loin encore, pour éventuellement avoir accès à des ressources et priver les autres nations de ces ressources-là. Donc on a fait une petite enquête sur ce programme-là et c'est assez édifiant. Attends, la Chine est sur le coup. Ah bah oui, les seuls qui sont moins sur le coup que les autres aujourd'hui, c'est l'Europe. Oui. Le reste du monde, en tout cas les grandes puissances économiques que sont par exemple la Chine et les États-Unis, sont à fond sur l'exploration, éventuellement, potentiellement l'exploitation spatiale. Voilà, il y a des voies encore inexplorées qu'ils peuvent trouver? Ah bah oui, on est au début, on est au jour 1, on n'a même pas commencé. Le point de départ, ça a quand même été le premier pas de l'homme sur la Lune, qui a marqué l'histoire. Clairement, c'était une étape, s'il y a des
des cases à cocher, peut-être. Imaginons qu'il y ait une sorte de grille universelle d'état d'avancement de civilisation. Je pense que le pas posé sur un astre autre que celui de l'origine d'une certaine espèce, c'est une étape clairement particulière. Ça vous a marqué ? J'étais un peu jeune, oui, mais moins que ceux qui l'ont vécu, parce que moi je suis né alors que ça avait déjà eu lieu. Oui, exactement. Ouais. Alors il se trouve que quand ils sont revenus, les 3 astronautes, ils sont passés par la douane et ils ont dû déclarer dans la case départ de la Lune, et ils ont dû déclarer 21 kilos de roches et de poussière lunaire qu'ils rapportaient dans leur bagage. C'est extraordinaire, l'administration. Oui, après c'est peut-être... C'est peut-être les prémices d'un futur pas si lointain que ça. Voilà. Alors, il y a eu les recherches justement sur la physique. Pendant des centaines d'années, Christophe Galfard, on n'a rien fait. Ça s'est accéléré aujourd'hui. Je vous trouve dur en disant que rien n'a été fait. Il y a 5-6 siècles. Mais même il y a 5-6 siècles... Les étapes sont difficiles. C'est difficile de se dire à quel moment on va faire une révolution de pensée. Et on peut très bien imaginer qu'au vu de personnes qui habiteraient dans 10 000 ans, en ce moment, chez nous, il ne se passe rien. Oui. Alors que nous, on a l'impression qu'il y a un foisonnement de découvertes, de nouvelles images, etc. Mais face à des découvertes qui seront peut-être faites dans 100 ans ou 150 ans, on aura peut-être a posteriori l'impression que il s'est rien passé au 21e siècle ou 20e siècle. Alors que on a découvert quand même petit à petit que la Terre était ronde, qu'elle n'était pas au centre de l'univers, qu'il existait d'autres planètes ailleurs, d'autres étoiles. Ça s'est accéléré ensuite. Et il y a une forme d'accélération suite à une technologie qui est arrivée au XXe siècle, voilà. Absolument, qui nous a changé notre vision. En gros, ce que vous... Je vais le dire peut-être un petit peu différemment. Jusqu'au XXe siècle, la science s'intéressait à ce que nos sens peuvent percevoir. Au XXe siècle, on est allé au-delà. Et on a réalisé qu'au-delà, le monde était encore plus vaste que tout ce qu'on avait pu imaginer. Et c'est cette accélération-là, je pense qui marque aujourd'hui. Bon, nous, on va justement explorer d'autres terrains, mais plus personnels, qui vous concernent, avec une autre date, le 16 novembre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Christophe Galfard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Christophe Galfard, physicien, mon invité. Nous parlerons tout à l'heure des explorateurs de l'univers, un livre destiné aux enfants, et un voyage vers l'infini qui est lui destiné à un public plus large, mais avec une âme d'enfant. J'en reviens au 16 novembre 2023, justement, avec les enfants, car ce jour-là, c'est paradoxal. Dans la ville de Versailles, qui est la ville du Roi Soleil, vous intervenez devant des élèves de 3e en tant qu'astrophysicien. Alors, je me souviens plus du tout. Voilà. En fait, ils sont fascinés par tout ce que vous leur racontez, parce qu'ils sont fascinés par vos travaux et par les trous noirs. Et vous êtes ce jour-là à Versailles, c'est sur Internet, et on voit les réactions des enfants qui sont heureux de vous voir. Alors ça, c'est marrant parce que j'ai commencé au tout départ, lorsque j'ai commencé à écrire pour la jeunesse, après Georges et les secrets de l'univers, j'ai écrit une trilogie qui s'appelle Le Prince des nuages. Et lorsque cette trilogie est sortie, j'ai demandé une chose à mon éditeur, qui était Pocket Jeunesse, PKJ aujourd'hui, c'est d'aller dans les écoles pour parler aux enfants. Et pendant peut-être 2 ans, j'ai dû rencontrer entre 5 et 600 000 enfants en France, sans médias, sans prendre de photos, sans télé, sans je sais pas quoi, juste pour être proche d'eux. Et la fascination des enfants, qu'ils soient en primaire jusqu'en fin de lycée, c'est plus des enfants évidemment, mais à tous les niveaux, dès qu'on leur raconte une histoire, la fascination est là, elle est palpable. Et cette expérience dont vous parlez à Versailles, c'est une expérience que j'ai ressentie partout en France, absolument partout. Mais comment ça s'est passé, par le bouche à oreille? Parce que personne ne vous connaissait, personne n'avait entendu parler de ces conférences. Non, c'était des écoles qui s'inscrivaient, qui voulaient... Par le bouche à oreille? Bah oui, exactement. Alors, ce Prince des nuages, justement, c'est une trilogie avec l'histoire de Tristan Drake, Myrtil Landau et Tom Brix, qui se retrouvent à une époque où la surface de la Terre est inhabitable. Ah, exact. Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Comment c'est né? C'était l'époque où les premiers rapports du GIEC commençaient à être relayés publiquement dans les médias. Et je me souviens très bien d'un rapport qui devait être en 2007 ou 2008 qui expliquait qu'en gros c'était une catastrophe. Et les journaux avaient quasi tous titré « Fin du monde, apocalypse », etc. Et 3 jours plus tard, plus rien. Terminé.
Donc, on venait d'annoncer la fin du monde, l'apocalypse, et puis après, bon, bah, c'est reparti sur le foot ou je sais pas quoi, tout va bien. Ouais. Et je me suis dit que les adultes, évidemment, ils ont l'habitude de ce genre de choses, mais les enfants qui voient ça en marchant dans les rues, qui voient les journaux avec ce genre de titres, l'impact, il existe, il est là, ça crée une angoisse, ça crée quelque chose qui va être au fond d'eux, d'autant plus que personne ne vient par derrière leur expliquer de quoi il s'agit. Du coup, je me suis dit que j'allais écrire un livre, un roman d'aventure, avec des enfants qui habitent au-dessus des nuages et qui sont sur une terre qui est un petit peu dévastée. Et il y a un tyran qui est là, qui veut utiliser le climat comme une arme de guerre. Ça vous rappelle peut-être quelqu'un aujourd'hui, mais c'était il y a 20 ans que j'ai écrit ça, c'est encore d'actualité, il semblerait malheureusement. Et pour le combattre, les enfants, le but des enfants, c'était de comprendre comment fonctionnait la nature. Pourquoi le ciel est bleu, d'où viennent les vents, les nuages, les éclairs, comment naissent les étoiles. Et c'est grâce à ce savoir-là qu'ils arrivent à combattre le tyran. Oui, dans les journaux télévisés, plusieurs fois, la fin du monde a été annoncée. Et le journaliste a conclu en disant on en parlera le lendemain dans le journal télévisé. C'est ça. Donc, c'était pas pris au sérieux. Mais c'est vrai que c'était aussi une façon de faire comprendre à des jeunes des sujets dont on ne leur parlait pas à l'école. On ne parlait même pas d'écologie, de nature ou d'évolution. Aujourd'hui, les enfants sont beaucoup plus au courant et au fait des choses que nous l'étions enfants. Les programmes ont évolué et il y a cet éveil à toutes ces problématiques qui existent aujourd'hui. Et ces 3 livres ont eu un succès considérable. Absolument. Et ont touché les enfants et les parents aussi. Oui, c'était quelque chose à lire en famille. Voilà. Alors, il y a aussi, dans ce domaine-là, dans ce domaine des tyrans, un film qui a forcément marqué cette génération. Star Wars, ça vous a marqué aussi, Christophe Galfard? Ah bah oui, c'est difficile de passer à côté. Et moi, j'avais adoré. Voilà. Mais j'étais petit sur les premiers, il m'avait fait un peu peur, je vous avouerai. Oui. Mais oui, c'est phénoménal comme invention. Et quand on pense que Lucas a créé ces films et qu'aucun distributeur n'en voulait et que personne n'y croyait, et qu'il a gardé comme ça tous les droits, c'est extraordinaire. Oui. Alors, ce qu'il y a dans Star Wars, ça peut se réaliser un jour ou non? Non. Enfin, pas demain en tout cas. Pas demain, ni après-demain. Ni après-demain, non. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être imaginable dans des milliers d'années. Mais ce qui est peut-être plus rigolo, je trouve, dans ce genre d'histoire, c'est que on arrive, grâce à notre imaginaire, à appréhender ce genre de futur. On vit avec ces gens qui sont là, on a de l'empathie, on comprend, il y a des phénomènes qui se passent, il y a des extraterrestres un peu partout, les espèces qui sont mélangées un petit peu partout. Et c'est un effort d'imaginaire qui peut paraître colossal, mais finalement on y arrive, sans trop de problèmes. Le truc qui m'amuse, moi, là-dedans, c'est qu'on peut faire la même chose avec de la science. Ça donne confiance. On a tous l'imaginaire nécessaire pour comprendre les beautés extraordinaires de la science d'aujourd'hui. Et ça peut prendre la forme d'un Star Wars pour s'en prouver, pour s'en convaincre, mais il y a plein d'autres formes possibles aussi. Il y a aussi une chose étonnante, c'est que justement, pour transmettre la science dans les écoles comme vous l'avez fait, vous avez au départ, Christophe Galfard, étudié les programmes des écoles. Vous n'êtes pas arrivé dans les classes n'importe comment. Ça, c'était un petit peu plus tard, parce qu'à un moment, on m'a demandé de réécrire les programmes de physique d'une école privée d'enfants à partir de l'âge du CP, en gros, jusqu'à la terminale. Alors, vous imaginez le programme, il y a quelque chose d'extraordinairement excitant à faire quelque chose comme ça. Au final, ça s'est pas fait. Mais je me suis dit, mais d'où est-ce que je pars pour faire quelque chose comme ça? Évidemment, j'ai regardé les programmes de l'éducation nationale. Et j'ai réalisé que sur le papier, les programmes, ils sont magnifiques. Et je m'en étais jamais rendu compte à l'école. Du coup, et c'est un peu ce que j'avais fait à Versailles, ou en tout cas à l'époque de Versailles, même si je me souviens pas exactement de cette conférence-là. Une des choses que je faisais dans les écoles, c'est de donner aux élèves une vision de ce pourquoi ils sont là, de pourquoi est-ce qu'on leur apprend telle ou telle chose en physique et en chimie, en physique pardon, surtout. Je dis pas que les professeurs le font pas. Il y en a plein qui le font, mais c'est extrêmement difficile de trouver le temps en tant que professeur de faire ça. Et moi, en intervenant extérieur, arrivant comme ça, j'ai tous les droits, je fais ce que je veux, je peux parler d'une histoire qui donne un peu de recul sur cet apprentissage.
et permet aux élèves éventuellement de comprendre ce que signifie être scientifique. Voilà, mais à l'heure où on réfléchit sur le programme scolaire, cette idée qui ne s'est pas faite pour des raisons mystérieuses, elle pourrait revenir. Parce que justement, les enfants étant passionnés par ce que vous faites, ça pourrait leur permettre de bien travailler à l'école avec vos programmes, Christophe Galfard. Mais je répète, les programmes de l'éducation nationale sont vraiment pas mal. Hein. Mais du coup, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai écrit Le Prince des Nuages, pour laquelle j'ai écrit là maintenant, 10 ans après mon dernier livre pour enfants, Les Explorateurs de l'univers, là, qui vient de sortir. C'est le but. Le but, c'est de toucher les enfants, de leur faire comprendre ces choses-là et qu'ils comprennent pourquoi on fait de la science. Voilà. Et ce qui est étonnant souvent, c'est qu'on découvre la science après l'école, après le bac, et on se passionne pour la science, la littérature ou l'histoire. C'est là où il y a peut-être une différence entre les programmes anglo-saxons et les programmes en France. En France, les adultes, quand on leur parle de science, un peu moins aujourd'hui, mais à une certaine époque, la première réponse que j'avais, c'est « Ah, j'étais nul à l'école » ou « Ah, j'étais bon à l'école ». Mais en fait, à l'école, très bien. Mais en tant qu'adulte, il y a une curiosité qui doit rester. C'est un peu comme si quelqu'un vous dit je vais t'emmener au musée. Ah, j'ai été nul à l'école en dessin. Non, c'est pas grave. On va voir des tableaux faits par des maîtres. Là, c'est de la science qui a été faite par des maîtres qu'on découvre indépendamment du fait qu'on ait été bon ou non à l'école. Vous avez aussi, je crois, animé des colloques de grandes marques, Christophe Galfard, pour Cartier, pour Hermès, Rémy Martin et autres. Oui, mais il y a pas mal de grandes marques de luxe ou autres qui font appel à des intervenants comme ça pour leur expliquer des belles choses. C'est-à-dire, ce sont des journées où vous parlez devant les employés. Ça se passe comment? Parce que c'est une chose très particulière. Il y a plusieurs raisons. Parfois, ça a un lien avec ce qui est en train d'être fait dans ces boîtes. Ou ça, parfois, pas du tout. C'est des cadeaux un peu que font les entreprises d'ouverture à leurs employés pour les faire voyager, pour leur donner une respiration par rapport à ce qu'ils font au quotidien. Et parfois, ça aide pour créer avec plus de souplesse et de penser à l'extérieur de la boîte, comme on dit, pour faire un anglicisme un peu. Et ça, il y a pas mal d'entreprises qui aiment bien faire ça. Oui, et à chaque fois, on s'adresse à un public différent, il faut s'adapter à ce public. Ah oui, bien sûr. Mais par exemple, ce genre d'intervention, je fais à Paris une fois par mois des conférences grand public dans les cinémas MK2, et c'est systématiquement plein. Que je parle des trous noirs. Là, en janvier, je vais parler de l'origine du temps. En février, ce sera les lois de la nature. En avril, les trous noirs, les univers parallèles, la matière noire. C'est plein à chaque fois d'enfants, d'adultes, d'hommes, femmes. C'est extrêmement mélangé. Il y a de tout. C'est très familial et je pense que ça comble un manque que de parler de ce genre de choses, que ce soit en entreprise ou pour le grand public. Il y a un appétit et l'offre n'est pas si colossale que ça. Justement, la télévision n'en parle pas, les médias en parlent peu, donc vous faites ce travail à leur place. Un peu. Voilà. Alors, après, je fais partie d'un petit peu des médias maintenant. Oui, quand même. Alors les débuts ont été difficiles. Je crois que les premières conférences, il n'y avait personne. Exact. Et vous alliez chercher les grands-mères dans la rue, Christophe Galfard. Ça m'est arrivé. Qu'est-ce qui se passait? Voilà, les 2 premières conférences que j'ai faites, c'était suite à la sortie du Prince des Neiges. La toute première que j'ai faite, jusqu'au départ, il y avait une personne dans la salle, c'était mon meilleur ami. Oui. Jim, merci d'avoir été là. Le reste de la salle était vide. Oui. Et l'organisateur m'a demandé si je voulais quand même faire la conférence. Je lui ai dit, écoutez, mon ami la connaît, donc je suis allé. Je l'ai pas faite là, mais je suis allé dans les couloirs parler aux gens, je leur ai expliqué des choses. Et une fois à Bordeaux, et puis effectivement, je fais une conférence là-bas au tout début à la librairie Mola où il y avait absolument personne dans la salle. Et je suis sorti dans la rue, je disais aux gens, mais si vous voulez, je vais vous parler de l'univers, des trous noirs, du Big Bang. Et j'ai 5 dames qui sont venues, toutes gentilles, qui sont rentrées à l'intérieur et qui m'ont écouté avec grande passion. Et je crois qu'il y en a 2 qui sont endormis. Et parce que c'était bien, c'était en hiver, on était au chaud. Et les 5 m'ont acheté un livre en sortant. J'étais trop fier. Alors, remarquez, moi je me souviens de l'histoire d'un chansonnier qui arrive sur scène. Il n'y a une seule personne dans la salle. Il dit, ça doit être un horrible malentendu. Et il est sorti de scène. Alors, il se trouve aussi que tout ce que vous avez fait aujourd'hui, ça permet à l'éducation nationale d'avancer. Et vous croulez souvent, même encore aujourd'hui, sous les demandes de l'éducation nationale. De professeurs, oui, j'en ai pas mal qui me demandent encore. Alors, je recommence à en faire un petit peu. Mais vu que j'ai moins de temps quand même que quand j'étais plus jeune, j'essaie de faire en sorte que les établissements se réunissent pour faire une soirée, une journée commune où on peut avoir plein d'enfants en même temps et parfois avec les parents aussi. Et vous vous considérez, Christophe Galfard, comme un conteur plutôt qu'un vulgarisateur?
C'est le mot vulgarisateur, mais je le trouve pas très joli. Et conteur, je sais pas, pop science, j'aime bien. Je suis quelqu'un qui fait de la science pop. Voilà. Et il y a un livre aussi qui a marqué... La science populaire. La science populaire, qui a marqué les esprits, c'est L'univers à portée de main. Ça, c'est mon gros best-seller personnel. 20 langues, je crois. Un peu plus. Ouais. On est sur la trentaine. Déjà. Oui. Et c'était un livre à la portée de tous. Oui, c'était vraiment un voyage en pensée à travers toutes les théories qu'on connaît aujourd'hui, de la physique quantique à la relativité, à la gravitation, en passant par des voyages dans l'univers, le Big Bang, les trous noirs, les univers parallèles, la théorie des cordes, tout y est. Et de façon très simple. C'est l'idée. Voilà. Le côté très simple continue, mais ô combien efficace, et on va l'évoquer à travers la date du 14 novembre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Christophe Galfard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christophe Galfard, physicien. On a évoqué votre parcours assez vaste dans le monde de la physique et du ciel. Et le 14 novembre 2024, vous avez sorti un nouveau livre pour les enfants, Les Explorateurs de l'Univers, qui est un mélange de BD et de photos, qui est quelque chose de particulièrement original. Ça n'existe pas, effectivement, mais tout ce qui est nouveau comme ça peut être un petit peu déroutant, mais il se trouve que l'illustratrice Fanny Antigny a fait un travail fabuleux et les éditions Michel Lafon aussi. J'ai travaillé avec des gens extraordinaires pour faire un livre vraiment très très beau et qui explique aux enfants à travers une sorte d'aventure l'univers tel qu'on le découvre aujourd'hui. Oui, parce que ça n'existait pas. Comment est venue l'idée de faire ce livre ? Mais moi, j'aime bien faire les choses qui n'existent pas encore. Oui. Et ça m'amuse. Et là, je trouve qu'il y avait un bon challenge à essayer de faire une BD comme ça d'explication pour les enfants. Une BD, mais avec tout ce qu'on a comme moyen moderne aujourd'hui pour expliquer l'univers. Oui. C'est ça la nouveauté. Depuis 1 an et demi, on a une foison de nouvelles images de l'espace qui sont extraordinairement jolies, mais difficilement compréhensibles. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire voyager les enfants à l'intérieur de ces images-là. Et à travers leurs aventures, on comprend petit à petit de quoi est fait notre univers et ce qu'on a découvert là ces dernières années. Alors au départ, l'histoire de la BD c'est très simple. Il y a Koukab qui vient d'une civilisation avancée de l'univers. Il n'a pas bien travaillé à l'école. Il est nul. Et il se perd dans l'espace, il va se retrouver sur Terre. Et oui, et quand on est perdu dans l'espace et qu'on ne sait pas où est sa planète d'origine, c'est pas facile de la retrouver. Absolument. Donc au départ, il arrive sur Terre, il tombe sur 2 enfants, et puis il y a un problème, il a une antenne pour retrouver sa planète, mais elle doit être mise à jour. Il y a toute une aventure qui va avoir lieu pour que ce petit extraterrestre, qui comprend pas grand-chose en réalité, mais qui est très attachant, et qui est pas bête, c'est juste qu'il a besoin qu'on lui explique les choses à lui. Pour qu'il puisse retrouver sa planète, il va devoir être aidé par les 2 petits terriens. Oui, et des terriens qui, à l'inverse de leurs aînés, savent ce qu'est une mise à jour et tout ce qui se rapporte à l'informatique. Du coup, ils vont essayer de comprendre comment fonctionnent les petits... Parce que oui, Koukab, il vient d'une civilisation, vous l'avez dit, très avancée. Du coup, il a plein de petits gadgets sur lui, mais il marche pas. Voilà. C'est dommage. Mais ça aussi, il y a quelques décennies, c'était pas compréhensible par les enfants. Aujourd'hui, ça leur est familier. Beaucoup plus aux enfants qu'aux adultes, en tout cas. Voilà, c'est vrai. Et c'est vrai que vous êtes penché là-dessus pour savoir ce que les enfants connaissaient dans l'informatique, sur les ordinateurs, sur les mises à jour. Franchement, ça fait partie de notre quotidien. Les mises à jour, les téléphones qui captent pas. Je suis pas allé beaucoup plus loin que ça sur l'aspect technologique. C'est vraiment l'aspect théorique que j'ai essayé d'ouvrir à l'imaginaire des enfants. Alors, l'extraterrestre, on pense bien sûr à E.T., mais aussi à Alf. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série, bien sûr. Qui mesurait 83 cm. Sa planète avait explosé et il se retrouve dans une famille de banlieusards. Et il s'est appelé Alf parce que c'est Alien Life Form, c'est-à-dire forme de vie étrangère en français. Et ça aussi, ça a été un succès phénoménal pour la télévision, 112 épisodes. Oui, j'en ai regardé pas mal. Voilà. Et ça vous a inspiré aussi? Vous venez de me le rappeler, j'avais complètement oublié cette série. Alors, c'est donc vos 3 personnages vont partir explorer le cosmos, et c'est l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui, et on le voit grâce à des télescopes de plus en plus performants, je crois. Oui, il y a notamment le télescope James Webb qui a été envoyé il y a 1 an et demi dans l'espace, et un autre, un télescope européen qui est dans l'espace aussi, qui s'appelle Euclide,
dont on a mis qui a commencé à publier ses images en mai 2024, donc c'est il y a pas longtemps, et on a mis certaines de ces images dans le livre pour montrer ces choses phénoménales qu'on arrive à voir aujourd'hui. Oui, parce que la NASA a beaucoup travaillé dans ce domaine-là, mais est-ce que les progrès ont été rapides? Est-ce que c'est complexe, justement, de développer de tels télescopes, Christophe Galfard? Bah oui, ça prend des dizaines d'années de faire des télescopes nouveaux qui vont plus loin, qui sont plus puissants. Et c'est la NASA, certes, mais l'ESA aussi, c'est l'Agence spatiale européenne. Le télescope Euclide dont je viens de parler, c'est un télescope européen. Et ils sont... honnêtement, c'est difficile d'imaginer... Il est difficile d'avoir imaginé il y a 15 ans la qualité des images qu'on reçoit là en ce moment. C'est d'un spectaculaire inimaginable. Est-ce qu'on apprend beaucoup de choses? Non seulement on apprend, mais les données qu'on récolte en ce moment seront analysées pendant des années, voire des décennies encore. Il y a une quantité de données qui est envoyée par ces satellites et qui arrive dans les serveurs sur Terre, qui va être la base d'un travail d'astronomie, d'astrophysique pendant des dizaines d'années potentiellement. Qui peut déboucher sur quoi? Une meilleure compréhension de la naissance des planètes, des étoiles, de l'évolution de notre univers, de ce qui se passe autour d'un trou noir, de où ils sont, comment ils naissent, de tout. Même absolument tout. Les planètes, Uranus, Jupiter, dans ce livre, on explique beaucoup de choses. Découverte de nouvelles planètes, meilleure compréhension des planètes qui sont autour de nous, potentielle détection de signes indirects pour l'instant de vie extraterrestre. Potentiel, j'ai bien dit, mais on commence à avoir la technologie, la capacité à voir des choses qui se passent dans les atmosphères de planètes lointaines, ce qui n'a jamais eu lieu jusqu'ici. Voilà, Jean-Claude Bourret. À ce niveau, en tout cas. Oui, Jean-Claude Bourret, depuis 1975 à la télévision, évoque les extraterrestres. Et il dit que ça existe, mais rien n'est impossible. Non. Rien, absolument. Alors, sauf qu'ils soient déjà sur Terre. Ça, on se doute que c'est pas une possibilité. Alors, il se trouve aussi, Christophe Galfard, que pour faire ce livre, il a fallu choisir des sujets, des photos, expliquer les choses de façon très simple. Oui, et en fait, l'autre livre dont sort une version collector là, qui s'appelle Voyage vers l'infini, qui est un beau livre, un livre d'images, mais que j'avais construit l'année dernière et que j'ai mis à jour là. Je l'ai construit comme une sorte de voyage de pensée, de roman photo, si vous voulez, où on part de la Terre et on va jusqu'aux confins de l'univers en utilisant justement toutes ces images extraordinaires du cosmos qui nous arrivent tous les jours et qui nous font découvrir un univers mais fabuleux. Et avec Michel Lafon, on s'était dit que on essaierait bien d'en faire une version jeunesse, et donc il y avait la possibilité de reprendre les images et juste de les expliquer avec un ton plus simple. Ouais, mais ça c'était pas drôle. non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu des photos où on voit la naissance d'une étoile. Ah oui, ça ne s'est jamais vu. La première fois qu'on a vu ça, c'était en 2015, où on a commencé à avoir ce genre d'images. Mais là, dans certaines des images qu'on a là, on a des photos où on en voit 50 qui naissent sur une même photo, d'autres où on voit des endroits où des dizaines de milliers d'étoiles viennent de naître. Et on en a d'autres qui sont plus belles encore, enfin pas belles, non, pardon, plus impressionnantes peut-être encore, où en zoomant, on voit les planètes en train de naître autour de ces étoiles. Oui, parce que les planètes naissent régulièrement, mais on est à combien de millions, de milliards de kilomètres ? En kilomètres, ça sert plus vraiment à grand chose de parler de ces mondes-là. En années-lumière. C'est ça. Et les années-lumière, en gros, c'est le temps que met la lumière, un signal. Si vous appelez quelqu'un là-bas, et la plus proche de nous, elle est à 4 ans et demi. Donc c'est beaucoup, hein, mais c'est pas non plus l'autre bout de l'univers. Alors, il se trouve aussi qu'il y a des étoiles qui fusionnent, qu'on découvre dans ce livre. C'est aussi un phénomène qu'on ne connaissait pas. Les étoiles qui fusionnent. Oui. Alors, les étoiles, elles peuvent se rentrer dedans, mais ça, quand elles se rentrent dedans, elles explosent en général. Et il y a une des explosions d'étoiles doubles qui est le phénomène énergétiquement parlant le plus extraordinaire, le plus extrême qui existe. C'est lorsqu'une mini-étoile, une naine blanche, on appelle ça, est en train d'avaler une grosse étoile qui est à côté d'elle et ça crée une supernova de type 1A, ça s'appelle comme ça, qui peut briller comme des milliards d'étoiles pendant quelques jours suite à cette explosion-là. Et alors, il y a aussi une chose étonnante dans ce livre, c'est qu'il y a des photos prises avec des lumières différentes et la différence est extraordinaire. Le début que ce soit dans le livre pour enfants ou pour adultes, il y a une explication qui est faite de quelle lumière nos yeux perçoivent. Et nos yeux ne voient pas tout.
il existe des lumières invisibles. On en connaît, les ultraviolets, les infrarouges, ce sont des lumières que nos yeux ne voient pas. Et les télescopes, parmi les plus puissants des télescopes qu'on a envoyés dans l'espace, certains voient dans ces lumières qui sont invisibles à nos yeux. Et du coup, ils regardent l'univers avec d'autres yeux que les nôtres. Et effectivement, les paysages que ces télescopes découvrent n'ont jamais été vus auparavant et ne ressemblent en rien à ce que nos yeux auraient pu percevoir. Il y a un télescope, je crois, au Chili, qui est particulièrement performant, Christophe Galfard. Alors, il y a le télescope européen austral qui est très haut dans le Chili, il y en a plusieurs, et qui observe des choses merveilleuses. Qu'on n'imaginait pas, encore une fois. Et puis alors vous dites dans ces 2 livres, Christophe Galfard, que nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Oui, Hubert Reeves l'avait déjà dit il y a bien longtemps, et c'est une réalité. De la matière qui compose nos corps a été forgée dans le cœur d'étoiles qui ont disparu il y a bien longtemps. Et ces étoiles qui ont disparu, on en voit en train de disparaître dans l'espace, avec ces télescopes dont on parle depuis tout à l'heure. On en voit des photos. Et on sait qu'on arrive à voir les différentes étapes de naissance d'une planète, d'une étoile, et les cycles qui sont en jeu, de naissance, de mort, de renaissance, etc., qui recyclent et fabriquent de la matière au fil des millions d'années. Et puis il y a aussi la Voie lactée que vous évoquez, la Voie lactée qui est très particulière. C'est notre galaxie à nous, oui. C'est chez nous, c'est notre îlot d'étoiles dans un cosmos colossalement grand. Je crois que la Voie lactée, ça vient aussi des dieux anciens qui considéraient qui avaient trouvé ce nom à la suite d'une rencontre entre les dieux. Alors je me souviens plus exactement. C'est dans notre dans la culture. C'était Héraclès qui avait voulu téter le lait d'Héra. Il l'avait mordu et en repoussant l'enfant, il y a une giclée de lait qui était sortie. Et il y a des très beaux tableaux qui dépictent, qui montrent ça au Louvre et un peu partout. Mais ça, c'est une vision. Disons occidentale, d'autres civilisations ailleurs ont des visions complètement différentes de l'origine et des noms qui sont donnés qui sont différents aussi et qui précèdent la compréhension occidentale. Mais au final, aujourd'hui, ça rassemble tout le monde parce qu'on sait ce que c'est une galaxie, c'est-à-dire un îlot qui contient des centaines de milliards de soleils, d'étoiles, disons, dont le soleil fait partie, c'est l'une de ces étoiles et c'est notre maison dans l'espace. Et nous sommes tous, bien sûr, on connaît tous l'étoile polaire, bien sûr, mais je sais aussi que dans la foire au camp, qui était un succès des années 60, c'était des bêtises d'enfants, il y avait l'étoile scolaire à la place de l'étoile polaire. Je la connaissais pas, celle-là. Alors, il y a aussi les trous de verre, parce qu'on parle des trous noirs, mais les trous de verre sont aussi très particuliers, vous les évoquez, Christophe Galfard. C'est grâce à eux que les enfants voyagent dans les explorateurs de oui. l'univers, mais c'est une construction qui est complètement théorique, pour le coup, celle-là. L'univers est immense. Voyager d'un endroit à un autre, c'est quasi exclu tellement c'est grand, sauf s'il existe des raccourcis dans l'espace et dans le temps qui permettraient de relier des points distants l'un de l'autre, et c'est ça exactement qu'on appelle un trou de verre. Et en même temps, il y a des choses étonnantes. J'apprends dans votre livre que les trous noirs, en fait, ils sont bleus parfois. Ah, alors ça, c'est la façon dont les choses tombent à l'intérieur des trous noirs. Les trous noirs eux-mêmes n'émettent pas tant de lumière visible que ça. En revanche, lorsque, par exemple, une étoile se fait avaler par un trou noir, sa matière déchiquetée va tomber en tourbillonnant vers ce trou noir et être chauffée à des températures telles qu'une partie d'entre elles va apparaître bleue. On s'interroge après avoir lu ce livre sur le fait que les galaxies lointaines ça existe, mais est-ce qu'elles s'arrêtent quelque part? On voit une limite dans l'espace à notre univers visible. Il existe ce qu'on appelle un horizon dans l'univers, qui est la limite de ce qu'on peut voir nous en utilisant la lumière visible. Est-ce que ça veut dire que l'univers s'arrête là? Non. C'est une limite qui est à la fois dans l'espace et dans le passé. Mais il y a de fortes chances que l'univers lui-même s'étale bien au-delà de cette limite-là. Alors justement, dans ces livres, on remarque bien sûr votre connaissance de la science, mais avec une certaine poésie. Christophe Galfard, pour vous, c'est essentiel. De raconter la science, c'est raconter une histoire. Donc, moi, j'aime bien quand ça fait appel à de l'imaginaire, à l'imaginaire des lecteurs, des lectrices. J'aime pas qu'on... Je prends jamais comme principe que les gens ne comprendront pas. Je suis tout à fait persuadé que tout le monde peut tout comprendre.
et qu'il suffit de le raconter d'une certaine manière, probablement un peu émotive. En tout cas, moi j'ai parfaitement compris et j'espère que celles et ceux qui nous écoutent aussi. Et je leur recommande donc ces 2 livres. Pour les enfants, Les Explorateurs de l'Univers, et pour les plus grands, Voyage vers l'infini chez Michel Lafon. Et puis continuez ainsi à défendre votre passion et à la transmettre aux futures générations, Christophe Galfard. Merci beaucoup. Merci à vous, les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.